Toutes les dernières décennies qu'on a vécues, une de nos visions du monde reposait sur la croyance dans le progrès, dans l'idée que nos enfants vivraient, en tout cas que les enfants vivraient dans un monde meilleur que leurs parents. Alors je voudrais vous poser la question ce soir, on va faire un sondage. Parmi vous, qui pense que vos enfants, si vous avez des enfants, vont vivre dans un monde meilleur que le nôtre, selon vos propres critères, ou pire que le nôtre, selon vos propres critères? Alors, si vous pensez que nos enfants, vos enfants, vont vivre dans un monde meilleur que le nôtre, merci de lever la main. Ah, pas mal, je sais pas, on ne doit pas être à la moitié. Merci beaucoup. Alors maintenant, parmi vous, qui pense que nos enfants, vos enfants, vont vivre dans un monde moins bien ou pire que le nôtre? Si c'est le cas, merci de lever la main. Ah, je me demande si tu veux un petit peu plus. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont levé la main 2 fois? Oui? Merci beaucoup. Parce que moi, je lève la main 2 fois. Je lève la main 2 fois parce que je crois que nos enfants, et nous aussi, nous allons vivre, voire nous vivons déjà, dans un monde qui va de mieux en mieux, de plus en plus mal, et tout ça de plus en plus vite. Parce que nous vivons dans un monde plus incertain, parce qu'il est devenu chaotique. Et ce que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est comment on peut prospérer dans ce monde plus incertain, comment on peut être plus résilient, comment on peut même profiter des crises, et même, on va le voir, comment on peut peut-être plus que jamais réaliser ses rêves. Moi, quand j'avais 36 ans, j'avais pas d'enfant. Et j'en ai toujours pas. Et quand à 36 ans, vous n'avez pas d'enfants, tout le monde autour de vous a des enfants. Donc tous les dîners, tous les week-ends sont là pour vous rappeler que vous êtes différents. Et moi, du coup, j'ai commencé à me poser cette question de quel allait être mon legs. Qu'est-ce que j'allais laisser à l'univers, puisqu'a priori, je n'allais pas laisser mon ADN, je n'allais pas laisser mes gènes. Et cette question m'a porté et me porte encore aujourd'hui. Moi, j'avais déjà beaucoup voyagé à l'époque, j'avais écrit plusieurs livres sur l'Asie, et de tous mes voyages, j'avais le ressenti, à l'époque c'était une intuition, vous allez voir, je crois qu'on peut mettre des fêtes maintenant, et je vais en mettre. J'avais à l'époque l'intuition que le monde, enfin l'humanité, vivait une transition absolument inimaginable, de par son ampleur, de par sa vitesse, et que cette transition était pleine d'opportunités, si on était capable de la comprendre, et pleine de risques, si au contraire on n'était pas capable de la comprendre. Et donc je me suis dit, ben voilà Bruno, ça va être ça ta mission, il faut que tu comprennes cette transition, et surtout il faut que tu développes les outils pour qu'on soit plutôt du côté des opportunités et un peu moins du côté des risques. Donc j'ai quitté mon travail, j'avais plutôt un bon boulot, j'étais directeur commercial et marketing dans une très grosse boîte, et j'ai commencé à voyager autour du monde, à faire un tour du monde 1 fois par an, à rencontrer des centaines, des milliers, je crois maintenant, de gens qui me semblaient pouvoir m'aider à comprendre ce monde et à trouver les outils. J'ai rencontré des gens super riches, des gens super pauvres. J'ai rencontré des gourous en Inde, des gourous dans la Silicon Valley. C'est pas les mêmes, ils font pas la même chose. J'ai rencontré des artistes, des leaders spirituels, des journalistes de guerre, des membres des forces spéciales. Quand on travaille sur l'incertitude, vous allez voir, je vais partager avec vous des trucs qui m'ont été offerts par des membres des forces spéciales. Et en fait, plus je voyageais, plus je lisais, plus je rencontrais de gens, plus j'avais l'impression que c'était le bordel. Plus j'avais l'impression que le monde allait pas bien et que ça allait pas s'arranger. Jusqu'au jour où j'ai compris que, en fait, derrière ce qui paraissait le bordel, il y avait des schémas cachés. J'ai compris que le chaos, c'est pas le bordel. Et que si on pouvait comprendre ces schémas cachés, eh bien, on allait pouvoir les utiliser pour faire jeune, pour hacker le chaos à son avantage. Et ce que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est 3 choses. La première, c'est pourquoi et comment nous vivons dans un monde chaotique ou plus chaotique qu'avant. La deuxième chose, je voudrais partager avec vous, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le chaos? Enfin, d'une manière qu'on puisse le comprendre et que ça puisse nous être utile. Et puis la troisième chose,
c'est la plus importante pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour prospérer dans ce monde plus incertain et chaotique? Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, pour construire l'entreprise du futur qui nous plaît? Ça marche, il faut rester avec moi. Première chose, pourquoi et comment le monde est devenu chaotique ou plus chaotique qu'avant? Le monde dans lequel nous vivons est devenu plus chaotique pour essentiellement, pas uniquement, essentiellement 3 raisons. Le nombre, la connexion et la vitesse. Tout d'abord, le nombre. Combien était-on sur Terre, à peu près, il y a 150 ans? Quelqu'un sait? On était, je l'ai entendu, je crois, à peu près 1 milliard. Alors si vous avez dit 500 millions ou 2 milliards, on s'en fout un peu. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les ordres de grandeur. Il y a 150 ans, on était à peu près 1 milliard sur Terre. Dit autrement, nous vivions dans un monde assez vide. Alors, pour ceux qui arrivent à voir le petit point blanc là, au milieu, en haut, c'est ma maison. C'est ma maison en Ardèche. Pour ceux qui ne savent pas où c'est quelque part dans le sud de la France. Ce que je veux vous montrer, c'est que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, selon notre âge, vivaient dans un monde relativement vide. Combien sommes-nous aujourd'hui, à peu près? 7 milliards, il y a même des gens qui disent 8 milliards. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde très très plein. Pour ceux qui se posent la question, c'est Mexico. Et ça, c'est peut-être que le début. Peut-être que la prochaine fois que je reviendrai à Rennes, peut-être que quand je sortirai de la gare, ça va ressembler à ça. Ce que je veux vous montrer, c'est que le nombre d'êtres humains a littéralement explosé sur Terre. Si vous regardez la courbe, la progression du nombre... Je ne sais pas, disons qu'on est apparu il y a à peu près 10 000 ans. Tout le monde n'est pas d'accord, mais on va dire à peu près 10 000 ans. La population humaine, c'est resté assez bas, assez stable. Alors en fait, ça oscille, il y a des guerres, des épidémies, mais c'est resté très très faible. Et au cours des 100, 200, 300 dernières années, on va dire la révolution industrielle, ça a littéralement explosé. C'est une explosion du nombre d'êtres humains. Alors ça, dans les théories de la complexité ou du chaos, on parle de l'explosion du nombre d'agents. Alors vous n'êtes pas obligé de retenir ça. Un agent, c'est pas un gars qui a un képi, c'est un truc qui interagit avec un autre truc. Voilà. Quand je parlerai d'agent, pensez que c'est un truc qui interagit avec un autre truc. Et quand je parlerai de système, n'ayez pas peur, quand je parlerai de système, c'est des trucs. Voilà, c'est des trucs qui interagissent entre eux. Explosion du nombre d'agents. Alors rien que ça change tout, on va le voir. Mais c'est pas tout. Deuxième chose, explosion de la connexion. Nous n'avons jamais été autant connectés les uns aux autres. Et je voudrais commencer par des connexions auxquelles on ne pense pas toujours. D'abord, nous sommes connectés parce que nous habitons ensemble. Pensez au nombre de gens avec lesquels vous avez interagi depuis ce matin. Alors c'est peut-être des interactions faibles, poète, pousse-toi de là, laisse-moi passer. Et ce sont des interactions. Moi, pensez, là, je viens de passer le mois d'août dans ma maison, je vous assure, quand il y a une voiture qui passe, on est en mode panique. Tout le monde est à la terrasse pour voir c'est qui. Nous interagissons parce que nous habitons ensemble. Nous interagissons parce que nous allons à la rencontre de l'autre. Les petits points jaunes que vous voyez bouger derrière moi, ce sont des avions. Au moment où je vous parle, au moment où on est tous ensemble, là, il y a à peu près 1 million de personnes qui sont dans les airs, qui sont dans des avions. 1 million. Nous n'avons jamais autant voyagé à la rencontre de l'autre, à l'autre bout du pays, à l'autre bout du continent, à l'autre bout de la planète. Et là aussi, c'est peut-être que le début. La prochaine fois, je pourrais peut-être venir directement depuis ma maison en Ardèche, au parc des expositions de Rennes, avec un drone, j'espère autonome, comme ça je pourrais lire ou faire autre chose. Et quand j'ai parlé de la connexion, à quoi vous avez pensé? Probablement à la connexion numérique, à la connexion digitale. Depuis 2014, il y a plus de téléphones portables sur Terre que d'êtres humains. Je répète, il y a plus de téléphones portables sur Terre que d'êtres humains. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous en avez 2, voire peut-être 3, mais ça ne change rien, ça fausse un peu les statistiques, mais ça ne change rien à l'ordre de grandeur. Plus de la moitié de la population humaine est connectée à Internet. Et là aussi, c'est que le début. Alors je ne sais pas, je ne vois pas bien, là, mais peut-être certains d'entre vous, vous n'avez pas besoin de téléphone. Vous avez peut-être, alors en bon français, ça s'appelle un Brain Computer Interface. Et là, je vous ai mis un truc sympa parce que gros.
Parce que la réalité, c'est peut-être qu'il y en a parmi vous qui a une puce, là, implantée, qui n'a pas besoin de téléphone. Ce que je cherche à partager avec vous, c'est que nous n'avons jamais été autant connectés. Explosion du nombre d'agents et explosion de la connexion entre ces agents. Alors, pour vous donner une idée, je ne sais pas combien on est, là, on m'a dit 500, peut-être 600, peut-être plus, même avec les gens derrière. Imaginez que nous soyons 7 fois plus. Vous vous souvenez, 1 milliard il y a 150 ans, 7 milliards aujourd'hui. Imaginez que dans la même salle, nous soyons 7 fois plus et qu'on n'arrête pas de communiquer les uns avec les autres. Je ne dis pas que ça serait mieux ou moins bien, je dis que ce serait différent. Ce serait énormément différent. Explosion du nombre d'agents, explosion de la connexion entre ces agents, rien que ça change tout. Alors, là, vous avez l'air gentil, sympa, enfin, en tout cas, personne ne m'a interrompu, mais dans les dîners, quand je suis avec mes amis, là, c'est le moment où il y en a toujours un qui m'interrompt et qui me dit « Mais Bruno, tu nous emmerdes avec tes histoires, là. Tu crois que cette époque est incroyable, qu'on vit une transition inimaginable parce que c'est ton époque. Mais il y a 200 ans, il y a 2000 ans, mais eux aussi, ils croyaient que c'était une époque absolument inimaginable. Alors, si quelqu'un vous dit ça, dites-lui oui, parce qu'il a raison. D'un certain point de vue, nos aïeux, nos ancêtres ont vécu des crises inimaginables, des guerres invraisemblables, des migrations, enfin des épidémies, des trucs invraisemblables. La différence avec la transition que nous sommes en train de vivre tient en 2 mots. La vitesse et l'échelle. Aucune transition n'a impacté autant de gens aussi vite. Je répète, aucune transition n'a impacté autant de gens aussi vite. Je vous mets au défi, pour l'instant personne n'a réussi à relever ce défi, à trouver une transition dans l'histoire de l'humanité qui a autant changé, autant de personnes, aussi vite. Je vais vous donner quelques exemples. Arbitrairement, si on regarde des grosses transitions qu'a vécues l'humanité, par exemple, quand on est passé de la chasse-cueillette à l'agriculture-élevage, ce qui change tout, hein. La chasse-cueillette, on vit plutôt en tribu de 40, rarement plus de 50 personnes. On est nomade. Pourquoi ? Quand il n'y a plus rien à manger, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir ailleurs, hein. Quand on devient agriculteur, éleveur, on se sédentarise, c'est le début ou l'explosion des religions monothéistes, le début de l'État-nation, ça change tout. Cette transition de la chasse-cueillette à l'agriculture-élevage s'est faite en combien d'années ? Des milliers. Est-ce que c'est 10 000, 5 000, 2 000 ? C'est pas important pour nous, c'est des milliers d'années. Et autre point très important, ça n'a pas impacté tout le monde au même moment. Vous me suivez ? Si on regarde la deuxième grande transition qui a impacté l'humanité, quand on est passé de l'agriculture-élevage à ce que je vais appeler l'industrie-commerce, vous pouvez appeler ça la révolution industrielle, peu importe. Là aussi, ça change tout, hein. Alors c'est là où on va plutôt habiter en ville, c'est là que ça change socialement des trucs invraisemblables. Par exemple, c'est le début du mariage par amour. Non mais ça sort d'où ce truc ? Enfin, tu te maries avec qui on te dit. Et si ça nous permet de récupérer le champ d'à côté, c'est pas mal. Donc ça change tout. Cette transition de l'agriculture, élevage à l'industrie-commerce, c'est passé en combien de temps ? Des centaines d'années. On passe de milliers d'années à des centaines d'années. Et notez bien que là encore, ça n'impacte pas tout le monde au même moment. Tout le monde n'a pas vécu cette transition en même temps. La transition que nous sommes en train de vivre, moi je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, la société de l'information digitale, l'ère de la création, de la connaissance, de la sagesse peut-être un jour, on n'y est pas encore, se passe en combien de temps ? 20 ans, 30 ans, 40 ans, en dizaines d'années. Et on l'a vu tout à l'heure, plus de la moitié de la population humaine est connectée à Internet. Elle n'impacte pas tout le monde, mais presque. Le paysan indien, le paysan ici aussi, enfin en tout cas en Ardèche, je peux vous dire que sa vie est impactée par son téléphone portable, qui en général est un smartphone. Cette transition que nous sommes en train de vivre, non seulement elle se passe en dizaines d'années, et en plus elle impacte peut-être pas tout le monde, mais presque tout le monde. Et puis, qu'est-ce que ça change ? Une transition de milliers ou de centaines d'années, quand on passe à des dizaines d'années, qu'est-ce que ça change ? Réfléchissez. C'est l'échelle d'une vie.
Avant, ok, il y avait des conflits de génération, mais enfin bon, on avait un peu le temps, quoi. Puis en plus de ça, on l'a vu, ça ne se passait pas partout au même moment. Là, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de s'adapter. Non seulement nous n'avons jamais été aussi nombreux, non seulement nous n'avons jamais été autant connectés, mais en plus, il y a des transitions que nous sommes en train de vivre qui font que ça va tellement vite qu'on n'a plus le temps de s'adapter. Eh bien ça, on va voir que c'est ce qui crée les conditions favorables à un état chaotique. Avant, j'ai cherché en préparant mon entretien avec vous à vous montrer 3 technologies qui allaient encore accélérer ces transitions. Alors ce qui était dur, ce n'était pas d'en trouver 3. Ce qui était dur, c'était de s'arrêter à 3. Alors par exemple, je vous ai mis la robotique. Je ne sais pas, est-ce que vous avez envie que ce gars-là, cette boîte de conserve, s'occupe de vos enfants après l'école? Ou de vous, quand vous serez plus âgé? Parce que c'est ça les questions qu'on va avoir à se poser. La génétique. La génétique. Aujourd'hui, avec un kit CRISPR, alors si vous ne savez pas ce que c'est pas grave, hein, mais c'est un truc qui sert, c'est comme des ciseaux, quoi, qui sert à découper l'ADN. Ça coûte 150 € sur Internet. Pour 150 € sur Internet, dans votre cuisine, vous pouvez modifier la vie ou créer la vie. Il faut faire quelques tutoriels sur YouTube quand même. Hein. 150 €. Retenez pas tous ces trucs-là, je veux simplement que vous reteniez les potentiels d'accélération. Et puis je voulais aussi vous parler de l'intelligence artificielle, parce que tout le monde en parle, et aussi parce que c'est un très bon exemple, un peu comme l'explosion de la population humaine, on peut parler d'explosion d'intelligence artificielle. Imaginez une boîte noire, ça ressemble plus à ça, hein, mais imaginez une boîte noire qui sait apprendre à apprendre. Attendez, si elle sait apprendre à apprendre, ça veut dire qu'elle va apprendre de mieux en mieux, de plus en plus vite. Vous me suivez? Il y a explosion. Tout à l'heure, je parlerai de auto-amplification. Si vous êtes matheux, vous pourrez parler de trucs exponentiels. Explosion de l'intelligence artificielle. Alors le truc qui est intéressant, c'est pas est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui va changer le monde, ou la robotique, ou les neurosciences, ou je ne sais pas trop quoi encore. Non, c'est tout ça. Comment l'intelligence artificielle accélère la robotique, comment la génétique accélère l'intelligence artificielle, etc., etc., etc. Augmentation du nombre, explosion du nombre d'êtres humains. Nous n'avons jamais été aussi nombreux. Explosion de la connexion entre tous ces agents, entre tous ces êtres humains, et accélération. Aucune transition n'a touché autant de gens aussi vite. Eh bien ça, c'est ce qui crée les conditions favorables à ce que j'ai appelé, que je vais continuer à appeler le chaos, du point de vue scientifique, ou à l'état chaotique. Alors je voudrais vous montrer maintenant, deuxième partie, je voudrais vous montrer maintenant c'est quoi le chaos du point de vue scientifique. Alors vous avez le droit de mettre ce que vous voulez derrière l'idée de chaos. Moi, ce que je voudrais, c'est simplement vous montrer ce soir qu'est-ce que ça veut dire pour les scientifiques. Pour les scientifiques, le chaos, c'est ni bien ni mal. Le chaos, c'est un état. C'est l'état d'un système. Vous vous souvenez, le système, c'est des trucs qui interagissent avec d'autres trucs. Je suis un système, votre corps est un système, votre entreprise est un système, nous tous, nous sommes un système, Rennes est un système, l'humanité est un système. Des trucs qui interagissent avec d'autres trucs. Un système peut avoir plusieurs états, comme l'eau. L'eau peut avoir plusieurs états. L'eau peut être liquide, l'eau peut être solide, l'eau peut être gazeuse. Alors on n'y pense pas parce qu'on n'a pas besoin, c'est automatique. Mais de toute évidence, nous n'allons pas interagir avec l'eau de la même manière selon qu'elle est solide, ça c'est plutôt les glaçons pour l'apéro tout à l'heure, liquide pour boire, laver la voiture, enfin, vous voyez, on n'y pense pas, mais de toute évidence, nous n'allons pas interagir de la même manière avec l'eau selon son état. Eh bien, un système, c'est pareil. C'est important de comprendre, de savoir reconnaître surtout l'état du système, parce que nous n'allons pas interagir de la même manière avec le système. Alors moi, je vais très rapidement vous décrire les principaux états d'un système. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a que 3. Le premier état que peut avoir un système, c'est l'équilibre. Alors moi, j'ai symbolisé ça par une droite. Vu d'ici, par exemple, sur votre chaise, la plupart d'entre vous, vous m'avez l'air à l'équilibre libre. Dit autrement, vu de l'extérieur, vous avez l'air équilibré. Voilà. De l'intérieur, ça je ne sais pas, je ne vous connais pas. Hein. Mais vu de l'extérieur, vous êtes à l'équilibre, vous ne bougez pas. Si jamais je descends, je ne vais pas le faire parce que ça rend fou les caméramans. Si jamais je descends et que je vous pousse, voilà, j'ai poussé monsieur par exemple là au premier rang, si jamais je le pousse, qu'est-ce qui va se passer? Il va se mettre à résister. Donc moi je vais pousser plus fort. Donc il va se mettre à osciller.
Ah, j'ai symbolisé ça comme ça. Dans la vraie vie, c'est peut-être pas aussi régulier et symétrique, mais vous voyez l'idée, quoi, comme une balançoire. Quand je pousse la balançoire, elle oscille pas trop loin de l'équilibre. Et quand j'arrête de la pousser, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient à l'équilibre. Il y a des forces de réaction. On appelle ça des boucles de rétroaction négative. Retenez pas ça. Hein. La balançoire ne s'éloigne pas de l'équilibre et revient à l'équilibre. Imaginez un thermostat. Quelque part dans cette grande salle, il doit y avoir un thermostat. Le thermostat, qu'est-ce qu'il fait? S'il fait trop chaud, il met la clim. La température baisse. Il fait trop froid, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête la clim. La température remonte, il fait trop chaud, hop, il remet la clim. La température oscille, encore une fois, peut-être pas aussi régulièrement et symétriquement que ce que je vous ai dessiné là, mais vous voyez l'idée. La température est sous contrôle, si le thermostat marche bien. La température est sous contrôle. Alors ça, on parle de système linéaire, ça non plus, retenez pas ça. Retenez qu'un système linéaire, c'est un système, une fois qu'on l'a compris, on peut le prévoir. Imaginez une nouvelle boîte noire, quand je mets 1, il sort 10. Quand je mets 2, il sort 20. Quand je mets 3, il va sortir combien? Bravo, il va sortir 30. Alors là, je vous ai pris un truc super simple. Mais par exemple, prenons un Airbus, c'est un truc compliqué. Maintenant, si je l'ai bien compris, je suis capable de le prévoir. Normalement, si tout va bien, quand je pousse ce bouton, il se passe ce que j'ai envie qu'il se passe. Nous, on est très habitués à interagir, à comprendre, à analyser des systèmes linéaires. Parfois très compliqués, mais en tout cas, une fois qu'on les a compris, on peut les prévoir. Retenez, système linéaire à l'équilibre. Alors l'équilibre parfait, c'est la mort. Hein. En général, on bouge un peu quand même sur sa chaise. Système qui oscille, pas trop loin de l'équilibre, et retenez que c'est un système, une fois qu'on l'a compris, on peut le prévoir. Ce qu'on apprend des théories du chaos, c'est qu'à partir d'un certain point, qui s'appelle en français le point de déclenchement, qui est également connu sous son nom anglais de tipping point, le système peut sortir de l'équilibre. Et là, on va avoir des phénomènes qu'on appelle d'auto-amplification. Je reprends mon exemple du thermostat. Le thermostat est cassé, il est devenu fou. Qu'est-ce qui se passe? Il fait trop chaud, il met la clim. Il fait trop froid, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il remet la clim un peu plus forte. Il fait encore plus froid, beaucoup trop froid, qu'est-ce qu'il fait? Il remet encore plus de clim. Plus il fait froid, plus il fait froid. Ça marcherait dans l'autre sens, plus il fait chaud, plus il fait chaud. Parce que nous sommes dans un monde où il n'y a jamais eu autant d'agents, où on n'a jamais été autant connecté, que le système, entre guillemets, n'a pas le temps de revenir à l'équilibre, tellement que les choses changent vite, eh bien, il a plein de phénomènes comme ça, dits d'auto-amplification. Si vous voulez appeler ça le boule de neige, c'est pareil. Plus la boule de neige elle est grosse, plus elle grossit. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, aujourd'hui, je peux dire, plus on est sur Facebook, plus on est sur Facebook. Ah oui, attendez, on est tous là, allez, même tout le monde là, 600, 700 personnes sur Facebook, tout le monde s'en fout, on va peut-être avoir 3 collègues, 2 cousins qui vont venir, mais s'il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs, tout le monde veut venir sur Facebook. Il y a quelques récalcitrants, hein, je suis sûr qu'il y en a dans la salle, mais vous voyez l'idée. Plus on est sur Facebook, plus on est sur Facebook. De la même manière, à votre avis, quand on a atteint cette phase-là d'auto-amplification, plus on est riche, plus on devient, plus on est pauvre, plus on devient pauvre. Il y a des phénomènes comme ça d'auto-amplification. Il y a une ONG qui s'appelle Oxfam. Tous les ans, depuis quelques années, ils publient, à l'époque de Davos, le Forum économique mondial en Suisse, ils publient leur estimation de combien de personnes sur Terre ont autant de richesses que la moitié la plus pauvre, on va dire 3,5 milliards. Alors vous avez le droit de ne pas être d'accord avec leur méthode d'estimation, mais nous on s'en fout. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les ordres de grandeur. Vous savez combien cette année, donc en 2019, leur estimation, combien de personnes ont autant de richesses que la moitié la plus pauvre? C'est 26 personnes. Encore une fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec leur méthode de calcul, mais on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, avec la même méthode de calcul, en 2018, c'était 67, je crois. Ça a été divisé par plus que 2 en un an. Plus on est riche, plus on est riche. Alors on peut continuer, je vais terminer par un dernier exemple. Par exemple, ici, je peux vous dire, quand il y a les phénomènes comme ça d'auto-amplification, je peux dire, plus on est intelligent, plus on devient intelligent. Ben oui, imaginez aujourd'hui, dans votre téléphone, attendez, j'ai discuté avec des parents, des amis qui ont des enfants, et on se souvenait, moi j'ai plus de 50 ans, je me souviens avant le bac,
La grande discussion, c'était est-ce qu'il faut autoriser les calculatrices? Alors, il y a eu deux époques. Première étape, j'en vois qui me regardent, mais tout de suite, ça permet de voir les âges. Là, hein. Alors, il y a la première discussion, c'est est-ce qu'on y a droit en classe, et après, est-ce qu'on y a droit à l'examen? Donc ça, c'est venu après. Et un des grands arguments, moi, je me souviens, des parents à l'époque, c'était « Mais attends, si tu n'as pas de calculatrice, comment tu vas faire? Et si elle tombe en panne, comment tu vas faire ?» Alors, pour ceux qui ont des enfants, hein, vous savez que ça n'arrive pas puisqu'ils se couchent avec. Hein, donc ils ne risquent pas de se retrouver sans téléphone. Et leur téléphone qu'ils ont dans la poche a à peu près, j'ai vérifié hier, 1000 fois la capacité de calcul de tous les ordinateurs de la NASA quand on a envoyé un être humain sur Terre. Sur la Lune, pardon. Sur la Lune, oui, c'est plus excitant. Aujourd'hui, avec votre téléphone, vous avez accès à la quasi-totalité de l'information du monde. Vous pouvez, un gars qui est dans un village au fin fond de l'Afrique avec un smartphone à 50 $ ou 50 €, il a accès gratuit aux cours des plus grandes universités mondiales. Si vous savez comment accéder à la bonne information, comment l'analyser, comment la sélectionner, comment la traiter, plus vous êtes intelligent, plus vous êtes intelligent. Alors notez bien que ça marche aussi dans l'autre sens. Hein, vous me suivez? Ah oui, plus on est con, plus on est con. Attendez, et alors ça, voilà un autre phénomène d'auto-amplification. C'est Facebook. Qu'est-ce qui veut l'algorithme de Facebook? Qui est un des algorithmes d'intelligence artificielle les plus poussés au monde, puisqu'il y a plus de 2 milliards de volontaires qui travaillent gratuitement pour lui, dont certains, j'en suis sûr, dans la salle. Qu'est-ce que veut l'algorithme de Facebook? C'est que vous passiez du temps sur Facebook. Pour récupérer vos données, vous donner des pubs, etc. Mais le premier but, c'est l'économie de l'attention, c'est que vous passiez du temps sur Facebook. Donc, qu'est-ce qu'il fait Facebook? Imaginez, je ne sais pas, vous êtes plutôt à droite politiquement. On va voir que ça marche aussi à gauche. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Alors ça, bon, si vous l'avez liké ou partagé, alors là, vous êtes mort. Hein. Mais il n'y a même pas besoin de ça. Pour ceux qui connaissent Facebook, les autres, vous irez vous faire expliquer. Quand vous regardez, vous faites défiler là, les infos, ben, dès que vous ralentissez, l'algorithme se dit « Ouh, ça a l'air de lui intéresser ». Alors dès que vous lissez un truc un peu à droite, qu'est-ce qu'il fait? Mais vous en remet un peu plus à droite, parce que vous avez l'air d'aimer ça. Plus vous êtes à droite, plus vous devenez à droite. Plus vous êtes à gauche, plus vous devenez à gauche. Phénomène d'auto-amplification. Alors, dans les théories du chaos, c'est un autre nom, ça. Quand un tout petit truc s'amplifie, 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 ça s'appelle l'effet papillon, hein, je l'ai entendu, on va y revenir. Ça, l'effet papillon, ou l'effet boule de neige, ou l'effet plus t'es con, vous l'appelez comme vous voulez, on va voir que c'est un des secrets, il n'y en aura pas 36, il y en aura 2, un des 2 secrets qu'on va utiliser pour hacker le chaos à notre avantage. Alors normalement, à ce stade-là, vous devriez avoir une question, c'est qu'est-ce qui se passe après? Eh bien voilà. Il y a deux possibilités. La première, j'ai commencé par la mauvaise nouvelle pour qu'on puisse terminer par la bonne et travailler sur la bonne. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un effondrement. Pour ceux qui ont fait des études scientifiques, c'est le deuxième principe de la thermodynamique. Pour les autres, tout redeviendra poussière. Bon, sinon, si vous avez une maison, normalement, vous devriez comprendre. Hein. Si vous ne vous occupez pas de votre maison, vous revenez 20 ou 30 ans après, elle ne serait peut-être pas effondrée, mais elle ne sera pas en bon état. Alors, il n'y a pas que les maisons qui s'effondrent, hein. Les civilisations s'effondrent. On pense qu'on en est, d'après ce qu'on sait, on va peut-être découvrir d'autres civilisations qu'on ne connaît pas encore. D'après ce qu'on connaît, on pense qu'il y a 7 ou 8 civilisations qui se sont déjà effondrées. Quelle est la première ville dans l'histoire de l'humanité à avoir atteint une population de 1 million d'habitants? Ce qui est une indication du niveau de complexité qu'ils avaient atteint. Il faut quand même nourrir 1 million d'habitants, transporter 1 million d'habitants, amener de l'eau, enfin, etc., etc. La première ville, autant qu'on sache, là aussi c'est pareil, il y a peut-être des civilisations qu'on ne connaît pas encore, on va découvrir. Mais enfin, eux, ils marquaient tout, donc on sait bien, c'est Rome. Rome est a priori, autant qu'on sache aujourd'hui, la première ville à avoir atteint 1 million d'habitants. Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que quand Rome s'est effondrée, à peu près 450 après Jésus-Christ, quand Rome s'est effondrée, en 50 ans, la population est passée de 1 million d'habitants à 50 000. 1 million, 50 000. Quand ça s'effondre, ça s'effondre. Alors notez bien quand même 2 choses, c'est qu'à l'époque, ça a pris 50 ans.
Rome ne s'est pas fait en un jour, il ne s'est pas défait en un jour. Et la deuxième chose, c'est que c'était quand même assez local. Bon, l'Empire romain, c'était énorme. Et en même temps, même si je n'y étais pas, je peux imaginer que ça n'a pas beaucoup impacté les Chinois. À la fois, ça a pris 50 ans, et à la fois, c'était assez local. Si vous voulez jouer à se faire peur, là, on ne va pas le faire, mais vous pourriez faire au cocktail un petit brainstorming, là. S'il fallait trouver des idées, des raisons pour lesquelles la civilisation d'aujourd'hui pourrait s'effondrer, eh ben, probablement que ça ne prendrait pas 50 ans, et vu notre connexion, vu le nombre, eh ben, ça ne serait pas localisé non plus. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. C'était la mauvaise nouvelle. Et on en parle de plus en plus dans les journaux aujourd'hui, qui a déjà entendu parler de la collapsologie, par exemple, ou des collapsologues? Ah ouais, il commence à y en avoir quelques-uns. Moi, je suis complètement d'accord avec eux. C'est une des possibilités de l'histoire. C'est que ça peut s'effondrer. Ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il y a une autre partie à l'histoire. C'est qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une émergence. C'est-à-dire qu'un nouveau système, un nouvel équilibre, on pourrait dire, peut émerger, toujours plus complexe que le précédent. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Toujours plus complexe que le précédent. C'est-à-dire que, d'après les théories du chaos, à la fois, une plus grande partie de l'humanité qu'on connaît peut s'effondrer, et d'après les théories du chaos, un nouveau système, une nouvelle manière de vivre ensemble peut émerger, où on pourrait vivre à 7, 8, 9, je ne sais pas combien, 10 milliards sur Terre, où nos enfants auraient accès à une éducation de qualité, où ils apprendraient ce qu'ils ont envie de faire, et ça tombe bien, ça serait ce dont on aurait besoin, accès à de la nourriture de qualité, des soins de qualité, etc. Alors, là, quand je raconte ça, c'est pareil, dans les dîners, les gens me disent « Mais Bruno, tu es un doux rêveur ». Alors notez bien que comme insulte, il y a pire. Hein. Donc je l'accepte bien volontiers, d'autant plus que je vais vous parler de l'importance du rêve tout à l'heure. Sauf que nous sommes le résultat de ces émergences. Je vais vous donner juste un exemple. De l'atome à la molécule, de la molécule à la cellule vivante, de la cellule vivante à l'organisme vivant, jusqu'à ce que certains veulent croire être l'état ultime de la complexité, l'être humain. C'est challengeable, hein. Il va peut-être y avoir quelque chose après. Alors, qu'est-ce que c'est que la complexité ? Même si vous n'êtes pas biologiste, vous savez qu'une molécule, c'est quoi? C'est des atomes. Et qu'en même temps, ce n'est pas qu'un tas d'atomes par terre. Il y a un petit truc en plus. Eh bien, la complexité, c'est le petit truc en plus. Moi, quand je vous vois là, j'ai une partie de moi qui sait que vous êtes des molécules, voire des tas d'atomes, et pourtant, il me semble que vous avez un petit truc en plus. Eh bien, la complexité, c'est le petit truc en plus. Et donc la question qu'on va voir tout à l'heure, c'est quand on parle d'émergence, c'est est-ce qu'ensemble, dans notre vie, dans votre entreprise, dans nos communautés, puis pour l'humanité, pour ceux qu'on a envie, est-ce qu'on est capable de créer le petit truc en plus? Vous me suivez? Premier secret du chaos qu'on va utiliser, c'est les phénomènes d'auto-amplification, l'effet boule de neige ou l'effet papillon. Avant qu'on passe à la pratique, je vais vous donner le deuxième secret du chaos qu'on va utiliser. C'est que le chaos, je vous l'ai dit tout à l'heure, du point de vue scientifique, ce n'est pas le bordel. Dans la vie, dans la nature, il y a ce qu'on appelle le désordre, qu'on peut aussi appeler le hasard. Le désordre, on ne peut rien prévoir. Alors il y a peut-être des lois statistiques qui s'appliquent, mais précisément, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Le désordre, c'est le hasard, on ne peut pas prévoir. Et puis de l'autre côté, on a vu, c'est l'ordre, les systèmes linéaires. Une fois qu'on a compris, on peut prévoir. Le désordre, on ne peut pas prévoir du tout. L'ordre, on peut parfaitement prévoir. Eh bien, le chaos, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ailleurs. Écoutez bien. À la fois, on ne peut pas prévoir. Moi, je ne peux pas vous dire. Si vous trouvez un futuriste qui vous dit précisément ce qui va se passer dans 20 ans, ne l'écoutez pas. C'est un menteur ou un illuminé. Je ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Par contre, on peut faire en sorte qu'il ne se passe pas n'importe quoi. Il y a ce qu'on appelle un attracteur étrange. Alors, on pourrait croire que c'est moi qui ai inventé le nom, parce que je trouve ça assez poétique. Non, c'est le nom scientifique dans les théories du chaos. Un attracteur étrange. Alors, je vais vous en montrer un. C'est l'attracteur de Lorentz, du nom de Lorentz, le météorologiste, celui qui a inventé le nom d'effet papillon. C'est lui. Alors, vous regardez,
Le point qui bouge, ça va revenir au départ, hein, le point qui bouge, c'est la description du système. Ce n'est pas le système lui-même, mais c'est la description du système. Si vous regardez bien, le petit point ne repasse jamais deux fois au même endroit. Sauf quand ils se croisent pour les plus pointilleux, mais il ne repasse jamais deux fois au même endroit. Je ne peux pas prévoir où sera le système le coup d'après. Et en même temps, vous voyez qu'il y a quand même un pattern, un schéma. Enfin, un enfant de 5 ans est capable de le reconnaître. À la fois, je ne peux pas prévoir, et à la fois, il ne se passe pas n'importe quoi. Je répète lentement. Il y a le désordre, on ne peut pas prévoir. Le hasard. Il y a l'ordre, une fois qu'on l'a compris, on peut prévoir. Le chaos, je ne peux pas prévoir. On démontre scientifiquement que c'est imprévisible. Et en même temps, on démontre qu'il ne se passe pas n'importe quoi. Eh bien, c'est le deuxième secret qu'on va utiliser pour hacker le chaos à notre avantage. Imaginez qu'on trouve ensemble un truc qui fait que, OK, on ne sait pas ce qui va se passer dans notre vie, mais s'il pouvait ne pas se passer n'importe quoi, ça serait pas mal, hein? Eh bien, c'est ça qu'on va essayer de faire. Avant, je pourrais presque refaire un sondage, on ne va pas le faire, mais qui c'est qui vote pour l'effondrement et qui c'est qui vote pour l'émergence? Et là, je voudrais vous dire, moi, c'est ce qui me fait lever le matin. Je vous ai dit, moi, je suis pote avec les collapsologues, ceux qui nous expliquent que tout le monde dans lequel on va s'effondrer, et ils ont raison. Leurs démonstrations sont valables. Et je pense qu'on est là. Il y a plein de domaines dans lesquels on a dépassé le tipping point. Et donc la question, c'est est-ce que c'est ce qu'on veut, quoi, se préparer à l'effondrement? Ou est-ce qu'on veut ensemble favoriser des émergences, encore une fois, dans sa vie, dans son entreprise, dans ses communautés, et pour ceux qu'on a envie, pour l'humanité. Et ça m'amène à la troisième et dernière partie de ce que je voudrais partager avec vous. C'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour prospérer dans ce monde chaotique, pour profiter des crises, pour être plus résilient aussi? Eh bien, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du plus compliqué. Que vous discutiez avec les spécialistes de la complexité, des théories du chaos, ou les membres des forces spéciales, ils vous diront « Attends, quand c'est super chaotique, cherche pas à faire plus compliqué. » Au contraire, à la complexité et au chaos, on répond par la simplicité, je l'ai entendu. Moi, je vais vous donner deux outils, ou deux familles d'outils. Alors, vous n'allez pas être étonnés, on va les appeler autrement, mais à partir de maintenant, vous allez reconnaître que qu'est-ce qu'on va utiliser? L'attracteur étrange et les phénomènes d'auto-amplification, c'est-à-dire l'effet papillon. Et je vais appeler ça maintenant l'importance d'avoir un rêve, une vision. Et l'importance de mettre en place des petites routines, des petits process, des petites habitudes, des petits rituels qui, par phénomène boule de neige, d'auto-amplification, peuvent favoriser des émergences. On va y revenir. D'abord, l'importance du rêve, de la vision. Dans le monde d'avant, il y a 50 ans, 100 ans, si vous étiez fils d'agriculteur en Bretagne, statistiquement, qu'est-ce que vous alliez faire dans la vie? Agriculteur. Alors, je sais bien, les Bretons, c'est des aventuriers, il y en a quelques-uns qui sont partis à l'autre bout du monde, mais vous voyez, statistiquement, ça n'était pas représentatif. Statistiquement, notre vie était guidée. Il n'y avait pas énormément d'incertitudes. Il y en avait, des guerres, des maladies, encore une fois. Mais sur le choix de la vie, il y en avait assez peu. Et du coup, il y avait assez peu de liberté aussi. Aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, nos enfants, vos enfants? On ne sait même pas si nos métiers vont encore exister. Probablement pas. Probablement pas. Donc, si le rêve, c'était un truc cool avant, c'était bien d'avoir un rêve, et c'est les gens dont on parle aujourd'hui, dont on a fait des livres, des légendes, ça n'était pas indispensable. On pouvait vivre sans. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, si vous n'avez pas de rêve, mais vous êtes la coquille de noix au milieu de l'Atlantique en pleine tempête. Et on va rester sur cet exemple de la navigation. Le monde d'avant, c'est le ferroviaire. Vous prenez le train. Moi, quand je bosse à Paris, que je veux rentrer chez moi en Ardèche, je prends le TGV, gare de Lyon, et je m'arrête à Valence TGV. Il y a assez peu d'incertitudes. Alors, je sais en ce moment, là, demain, il y a les grèves. Il y a un sanglier aussi, l'autre fois, qui a arrêté mon TGV. Mais enfin bon, vous voyez, quoi, le niveau d'incertitude est assez limité quand même. Le niveau de liberté aussi. Si jamais à mi-chemin, là, vers la Bourgogne, je vais voir le contrôleur et je lui dis « Attendez, j'ai changé d'avis, je voudrais aller à Rennes. »
Ben, il me dit, mais pas de problème, hein, vous remontez à Paris, vous allez gare Montparnasse et vous prenez un autre TGV. Vous voyez, incertitude limitée, liberté limitée. Aujourd'hui, vous êtes le bateau. Le bateau. Alors, pas un énorme ferry, mais vous êtes, je ne sais pas s'il y en a qui ont des petits bateaux, des voiliers. Bah, tiens, si ceux qui ont des voiliers, là, ou un petit bateau au port, si vous montez sur votre bateau dans le port et que vous faites rien, qu'est-ce qui se passe? Rien. Oui, moi je peux vous dire, dans le train, mais c'est ce que j'adore dans le train, je peux dormir, lire, même si je fais rien, le train il m'emmène à Rennes, hein, je vous assure. Alors que dans votre bateau, si vous n'avez pas une intention, si vous n'avez pas un rêve, vous n'irez nulle part. Mon premier conseil, en tant que dirigeant, mais en tant que parent, en tant qu'être humain, c'est d'avoir un rêve. Et un rêve, ce n'est pas un objectif. Un rêve, vous avez le droit d'en changer tous les jours. Un rêve, c'est quelque chose qui évolue. Un rêve, ce n'est pas forcément quelque chose d'atteignable. Alors, il y en a qui vont peut-être avoir des rêves super ambitieux. Il y en a peut-être, c'est de vendre leur entreprise. C'est s'ils ont des enfants qui viennent les voir une fois par an, ou une fois par mois, ou une fois par semaine quand ils seront grands. Enfin, vous voyez, c'est votre rêve. Ce n'est pas à moi de décider votre rêve. Ce que je vous dis, c'est que dans le monde d'avant, on n'avait pas besoin d'être très très clair sur son rêve, sur sa vision. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut avoir une vision très claire de où on a envie d'aller. Alors moi, mon conseil, c'est, peut-être pas ce soir, mais alors peut-être certains d'entre vous avez déjà cette vision très très claire, mais sinon demain, je ne sais pas, si vous méditez 15 minutes, sinon allez marcher au bord de la mer, si vous êtes au bord de la mer, allez marcher au bord de la forêt, la nature nous aide pas mal. Et partez avec cette question, c'est quoi mon rêve? Où est-ce que j'ai... Et cherchez pas à répondre, laissez venir les trucs. Peut-être que la première fois, il n'y aura rien qui vient, c'est pas grave. Et puis un jour, vous allez voir, moi, tiens, finalement, je me verrai bien là, dans 20 ans, ou dans 1 an. Moi, j'ai un rêve à 1 an, par exemple, et un rêve à 20 ans, un rêve loin. Et si dans une semaine, vous avez un autre rêve, vous avez le droit de changer. C'est ça le point important. Ayez un rêve, ayez une vision. Comme ça, vous allez commencer à créer votre propre attracteur étrange. Et ça m'amène à la deuxième partie des outils, c'est comment faire que ce rêve, il émerge. Comment le rendre plus probable, plus possible? Eh bien, on va mettre en place un certain nombre de petites habitudes, des rituels, des routines qu'on va répéter, et si tout va bien, il va y avoir des phénomènes de boule de neige. Alors, par exemple, moi, mes rêves, je vous ai dit, j'en ai 2, qu'est-ce que je fais? Tous les matins, je les visualise. Ça me prend 1 minute, 2 minutes, et je visualise. Alors, visualiser, c'est différent de lire. C'est-à-dire que, je ne sais pas, imaginons que je me vois vivre sur une île déserte où il fait beau, il fait chaud. Vraiment, je me vois, je vois l'eau, je ferme les yeux, je sens la chaleur. Visualisez votre rêve tous les matins. 1 minute, 30 secondes, ça dépend de votre rêve. Peut-être simplement une photo de ce dont vous avez envie, une chanson qui vous fait penser à quelque chose. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, soit vous êtes croyant et Dieu va exercer vos prières, soit vous croyez dans les lois de l'attraction et l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin, ou alors vous croyez aux théories du chaos, vous pouvez croire aux 3, ça ne peut pas faire de mal. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Les tas de petites décisions, les micro-décisions que vous prenez dans la journée, surtout de manière inconsciente, je dîne avec lui ou je dîne avec lui, je fais ça ou je fais ça, je prends telle décision ou telle décision. Parce que vous avez visualisé votre rêve le matin, inconsciemment, vous allez prendre des décisions qui vont être alignées avec votre rêve. L'attracteur étrange. L'attracteur étrange, ça va être aligné. Et puis alors, en plus, si je dîne avec lui plutôt qu'avec elle, de toute évidence, le champ des possibles ne sera pas le même. On va discuter d'autres choses qui peut-être va me faire rencontrer une autre personne. Vous voyez, si à chaque fois le truc est aligné avec mon rêve, ça fait effet boule de neige, ça fait effet papillon. Encore aujourd'hui, 30 ans après le début on commence à parler d'émergence scientifiquement, on n'a pas tout compris. C'est quoi ça derrière? C'est une termitière. Une termitière, m'a-t-on expliqué, c'est super complexe, alors que les termites, il paraît, c'est des insectes collectifs assez cons. Je m'excuse pour les termites. Non, mais comparé aux abeilles ou aux fourmis, par exemple, ils ont très peu de liberté de choses. Ils mettent la terre à droite ou la terre à gauche. Mais si vous découpez ça, c'est d'une complexité absolument incroyable. Vous êtes le résultat de répétitions de choses assez simples. 1 cellule, 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, etc., etc. Quand on est dans ce monde-là, le truc que je veux vous dire, c'est que le contrôle ne marche plus.
Moi, quand j'ai commencé ma vie de moine futuriste, il fallait quand même que je gagne un peu l'argent quand j'ai quitté mon boulot. Et donc, moi, une de mes passions, c'était la musique. Donc, je me suis dit, je vais essayer de trouver des clients dans le monde de la musique. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, à l'époque, la musique, c'était des CD. C'est un truc qui brille, qui ne sert pas qu'à chasser les oiseaux des arbres. Voilà. Donc moi, j'allais voir mes amis, et alors je leur expliquais comme à vous, quoi. Ouais, alors si tu fais rien, ça va s'effondrer, etc. Faut trouver un nouveau modèle, faut faire émerger. Et alors moi, qu'est-ce qu'ils me répondaient? Bruno, ne t'inquiète pas. Nous allons contrôler. Alors qu'on avait déjà dépassé, qu'on était déjà là, ils voulaient faire le thermostat, quoi. On va mettre des digital rights management. On va attaquer nos clients en justice. Ce qui, du point de vue marketing, est assez intéressant comme concept. Alors l'histoire, on la connaît aujourd'hui, hélas. L'industrie de la musique, qui à l'époque était l'industrie du CD, pour l'essentiel, pas uniquement, a perdu 70% de son chiffre d'affaires en 5 ans. Ce que je veux vous dire, c'est que, un, quand ça s'écroule, un autre exemple, et deux, le contrôle ne marche pas. Mettez en place un certain nombre de routines. Je voudrais conclure cette petite partie, avant de conclure d'une manière plus générale, c'est vous dire, voilà, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que dans le monde d'avant, il fallait prendre des grandes décisions. Dans le monde d'aujourd'hui, ce que je vous demande, ce que je vous offre, ou ce que je vous demande de vous offrir, c'est 5 minutes par jour. Ce que je voudrais, en tout cas j'essaye de vous convaincre, c'est qu'avec 5 minutes par jour, vous pouvez changer de manière significative votre vie. Avec 15 minutes, vous la changez de manière radicale et vous commencez à changer votre entreprise, le monde et l'humanité. 5 minutes, des petites habitudes. Allez, je prends 1 ou 2 minutes pour vous donner 1 ou 2 exemples avant de conclure. Le truc que vous n'allez pas aimer. La routine qui a le plus changé ma vie personnelle, professionnelle. Je ne regarde jamais mes mails avant 11h du matin, heure locale. Je répète, je ne regarde jamais mes mails avant 11h du matin, heure locale. Alors, je pourrais vous expliquer pourquoi c'est une bonne idée de... Attendez, s'il y en a parmi vous qui ont des hotlines, si votre boulot c'est de répondre aux mails, répondez aux mails. On est d'accord? Maintenant, si votre boulot, par exemple, c'est de diriger une entreprise, vous avez peut-être des trucs plus importants à faire. Par exemple, définir votre rêve, le partager avec vos collaborateurs, plutôt que gérer les priorités des autres. Mais on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à là. Moi, ce que je vous demande, c'est essayer. À partir de maintenant, je vais vous dire, je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande d'essayer, d'adapter à votre réalité. Peut-être que vous avez besoin de les regarder à 9h. Peut-être que vous pouvez attendre jusqu'à 15h. Peut-être que vous n'avez pas besoin de les regarder, j'en sais rien. Essayez. Je ne vous demande pas de me croire. Essayez. 5 minutes par jour. Allez, un autre. À chaque fois que je discute avec quelqu'un, si je m'entends dire « oui, mais », avant de le dire, si tout va bien, je me tais. Et à la place, j'essaye de dire « oui, et ». Oui, mais, en logique, pour les ingénieurs, en logique, oui, mais, c'est équivalent à non parce que. Donc l'autre, inconsciemment, il entend non, 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 non. Essayez-le. Ce que je suis en train de vous dire, c'est 5 minutes par jour. Essayez des petits trucs comme ça. Peut-être que tout à l'heure, au cocktail, voilà, dès que vous vous entendez dire oui, mais à quelqu'un, attends, excuse-moi, j'ai dit oui, mais, je vais essayer oui, et. Ce que je suis en train de vous dire, c'est plein de petits trucs. Allez, un dernier. Moi, par exemple, un autre qui a changé ma vie, plus personnel, c'est l'exercice de gratitude. Tous les matins, c'est mieux de le faire le soir. Mais moi, j'y arrive pas. Alors j'ai adapté, je le fais le matin. Tous les matins, je me dis, pourquoi 3 trucs pour lesquels j'éprouve de la gratitude. Hier à Rennes, une audience extraordinaire. Vraiment, ils étaient merveilleux. Ils ont posé des questions après incroyables. J'ai de la gratitude. Voilà. Eh bien ça, toutes les études montrent qu'au bout de 3 semaines, ça change votre manière de voir la vie. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, quand je rencontre un gars dans la vie qui me dit « ça va te prendre 20 secondes, 5 minutes en tout, et ça va changer ta vie », moi, j'essaye. Je vous demande d'essayer, je ne vous demande pas de me croire, changer des petites routines, des petites habitudes. Après, on pourra ensemble discuter, peut-être trouver d'autres exemples. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a 2 mondes, quoi. Il y a le monde linéaire, et ça marche pour plein de trucs. On n'a pas besoin, pour décrire le comportement de votre chaise, des théories du chaos. Et parce que on est beaucoup plus nombreux qu'avant, beaucoup plus connectés, que des tas de choses vont beaucoup plus vite qu'avant, eh bien, il y a des tas de phénomènes d'auto-amplification. Le thermostat est cassé, le contrôle ne marche plus. Il y a ce qu'on appelle des phénomènes boule de neige, des effets papillons. Et c'est ça que je voudrais vous dire. Moi, souvent, je travaille avec des organisations, des petites entreprises, par exemple. Alors, quand je travaille avec des petites entreprises, ils me disent « Oui, Bruno, c'est sympa ce que tu dis, mais tu sais, nous, on est tout petits. On ne peut pas changer le monde. »
Alors, il faut que je vous dise un truc, c'est que je travaille aussi avec des très grosses boîtes. Et alors, quand je travaille avec des très grosses boîtes, ils me disent « Ah, voilà, c'est sympa ce que tu nous dis, mais tu sais, moi, je travaille dans une énorme boîte. » Alors, je sais pas, ils me parlent toujours du navire, vous savez, du paquebot. C'est difficile, il faut changer la direction. Donc, bref, vous avez compris, petite, grosse, moyenne, personne ne peut rien faire. Eh bien, moi, je peux vous démontrer scientifiquement que grâce à l'effet papillon, parce qu'en changeant un tout petit truc, ça peut, pas toujours, ça peut déclencher une tempête positive, j'espère, à l'autre bout de la planète, vous n'avez jamais eu autant de pouvoir qu'aujourd'hui. Dans le monde d'avant, pour changer les choses, il fallait être le président de la boîte ou d'une très grosse boîte, le président du pays, très très riche ou très nombreux, et on fait la révolution. Dans le monde d'aujourd'hui, grâce à l'effet papillon, je peux vous démontrer que vous n'avez jamais eu autant de pouvoir dans votre vie, 5 minutes par jour, dans votre entreprise ou dans l'humanité, pour l'humanité si vous en avez envie. Et la question c'est, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites de ce pouvoir? Avant de conclure, ce que je voudrais vous inviter, c'est que cette rencontre ne soit pas qu'une rencontre, mais soit le début d'une relation. Moi, je vous le remettrai à la fin. J'ai fait une page spécialement pour vous, qui êtes là ce soir. Et si vous allez là, vous allez retrouver un certain nombre de bonus. Moi, je me suis posé la question de l'impact que j'ai. Et quand je pense à toutes les conférences que j'ai vues, je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, si vous allez là, vous allez trouver la vidéo d'une conférence, et puis vous allez trouver, si vous le souhaitez, vous mettez votre prénom et votre adresse email. Je ne vais pas vous spammer pendant des années, mais vous allez recevoir comme ça des mails, 4 ou 5, je crois, qui vont s'étaler dans le temps. Et vous allez observer comme ça pour voir si vous vous souvenez plus. Puis je vous donnerai d'autres idées. Vous recevrez par exemple le guide anti-crise. Comment se préparer aux crises, mais pas que des risques. Comment se préparer aux crises du point de vue des opportunités. On ne fait jamais ça. Voilà, je vous le remettrai après. Je voudrais conclure. Dans ce monde plus incertain, plus chaotique, si on a compris que le chaos, ce n'est pas le bordel, si on a compris qu'on peut utiliser l'attracteur étrange, c'est-à-dire que même si on ne peut pas prévoir ce qui va nous arriver, on peut faire en sorte qu'il ne se passe pas n'importe quoi. Si on a compris qu'on est dans un monde où des tout petits trucs, 5 minutes par jour de routine, de rituels, peuvent avoir d'énormes impacts, eh bien on est capable de changer le monde. Et moi, c'est la question sur laquelle je voudrais terminer. On va parler tous ensemble de l'entreprise de 2052, mais voilà, quelle entreprise on veut pour nos enfants? Est-ce qu'on a envie que nos enfants travaillent dans ces entreprises? Quel monde on veut pour eux? Moi, je vous rappelle que je n'ai pas d'enfants, donc il faut que vous m'aidiez avec les vôtres. Il faut que vous m'aidiez avec les vôtres. Comment on fait pour être plutôt du côté des émergences et moins des effondrements? Ayez un rêve, consacrez 5 minutes par jour à mettre en place des petites routines, des petites habitudes, toutes simples. Et puis regardez qu'est-ce qui se passe, observez. Et j'espère que du coup, comme ça, comme moi, vous pourrez dire à vos enfants et à vous-même que le chaos, ce n'est pas le bordel, et même peut-être que le chaos, c'est votre ami. Merci beaucoup.